Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Capricorne du 6 janvier prochain, 1h29 ton GMT, 15 degrés 25 minutes Capricorne. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter tous mes voeux de réussite, de bonheur, de santé, de satisfaction, de paix intérieure pour vous, pour vos proches. En profiter pour vous remercier toujours de vos commentaires qui sont dithyrambiques et qui sont surtout d'un niveau très très élevé au niveau de vos perceptions, au niveau de vos ressentis, au niveau de vos analyses des choses et qui, je pense, font progresser chacun d'entre nous. Donc, un grand merci pour vous, à vous de tout ça, parce que moi, ça m'apporte énormément. Donc, voilà. Alors, ensuite, je voudrais expliquer que je ne ferai pas de vidéo annuelle cette année. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Voilà, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Je me suis posé la question et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, à la même époque, j'ai commencé à rédiger l'almanach de 2019. Je ne vais pas vous cacher que cet almanach m'a beaucoup coûté énergétiquement. J'ai été obligée d'arrêter à me connecter à ces énergies du début de l'année qu'il y a jusqu'en mars parce que vraiment je me sentais pas bien. Vraiment j'ai été incapable de reprendre cet almanach avant au moins 6 semaines. Il y avait un énorme trou noir, il y avait quelque chose que je ne qui s'est mal passé dans la façon dont je me suis connectée. Et en fait, ces énergies, pour moi, je ne veux pas les concentrer sur une seule année, une seule vidéo. Voilà. Et du coup, l'an dernier, ceux qui ont l'almanach 2019 vont pouvoir le voir. L'an dernier, il y avait un truc qui revenait sans arrêt dans les titres, c'était acte. Acte 1, acte 2, acte 3. Et Jocelyne, avec qui je travaille pour les illustrations, m'a dit « Mais on ne peut pas garder acte, ça sort de nulle part et ça prend trop de place. » Et je lui ai dit « Je sens qu'il faut le garder. Jusqu'à fin mars, il faut le garder. » Et on l'a gardé. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'effectivement... 9 mois plus tard, les gilets jaunes, même plus que ça, les gilets jaunes allaient reprendre ce mot-là. Bref, en tout cas, pour moi, ces énergies, elles sont pas définies encore. C'est-à-dire que on a plein de choses, notamment au niveau de la conscience collective, à construire. Et je refuse de rester sur des énergies négatives que je vais en plus distiller en une seule fois à vous tous. Je veux pas faire ça. Je m'en sens pas capable. Et je vois pas ce que ça apporterait non plus. Donc du coup, je préfère que vous dopez cette vidéo-là que je vais faire. Vous la dopez complètement. C'est-à-dire que je vais ne pas faire de troisième partie, je vais simplement rajouter de la numérologie pour l'année, je vais essayer d'expliquer un petit peu plus les choses que je ressens de façon à ne pas dépasser non plus, faire je sais pas quoi 3 heures parce que ça sert à rien, je vais rester dans mon timing d'1h30 et voilà. Mais vraiment, je voulais que les choses soient bien claires pour moi et pour vous, et vous les retranscrire telles que je les ressens, concentrer une telle dose de choses négatives qu'on va devoir traverser jusqu'en mars, c'est-à-dire on va devoir
les travailler, les transmuter de façon positive. Donc chaque chose en son temps pour moi. On ne va pas se couvrir, se mettre dans le bouillon avec le couvercle au-dessus et se dire « Oh mon Dieu, c'est horrible ». Non, ça c'est un truc, moi je ne peux pas faire, je ne sais pas faire ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne étape par étape, acte par acte, et qu'on avance. De toute façon, je vais tout traiter au fil du temps. Donc, évidemment, je n'ai pas la prétention de dire des choses, voilà. Sincèrement, il faut qu'on arrive à travailler vraiment tous ensemble ces énergies pour qu'on puisse créer le maximum de matérialisation positive, voire de comprendre un petit peu les éveils des gens qui sont un petit peu tardifs. Les messages, en tout cas, qui arrivent, ils sont clairs. Hein. Ils sont clairs. Le refus d'évolution, il est patent chez beaucoup. Et il oblige à taper un petit peu dur pour pouvoir réveiller tout le monde. Donc, nous, ceux qui ont fait le chemin ne sont pas obligés de retomber dans le mode panique qu'on va devoir peut-être regarder autour de nous. Ce qui va nous être demandé, c'est plus d'incarner, de montrer qu'on a compris tout simplement que le discernement est là, qu'on va pouvoir prendre en charge peut-être les autres dans l'explication de ce qui se passe. C'est-à-dire que leur expliquer que non, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin de la 3D, c'est la fin d'une espèce de dualité qui aura été problématique pour beaucoup d'entre nous et qui ne va pas aller en s'arrangeant si on reste dans des vibrations pourries comme ça. Donc, ces messages-là, ils disent tous la même chose. C'est rester à essayer d'avoir les fréquences les plus élevées que vous pouvez, rester bien le plus possible dans votre paix intérieure à point zéro pour pouvoir continuer à irriguer les choses et les gens, les autres. Donc voilà, on nous demande, on nous dit, voilà, vous avez quand même des gens qui sont... que vous pouvez interroger, que vous pourrez regarder des vidéos, il y en a plein qui sont d'un excellent niveau. Donc comprenez, essayez de comprendre ce qu'ils disent, comprenez à quel point ça vous concerne, intégrez aussi la dimension collective. Beaucoup disent bah oui, mais moi ça m'intéresse pas, ce que tu me racontes c'est collectif. Oui, sauf que il faut aussi perdre cette habitude de voir les choses par sa lorgnette et de penser que son comportement propre n'aura pas d'effet sur le collectif. Parce que c'est exactement le contraire. Donc ça veut dire que prendre conscience que on a une responsabilité sur nous-mêmes pour pouvoir évoluer et pour pouvoir ensuite transmettre le discernement qu'on a eu et tout ça aux autres, en leur expliquant le chemin qu'on a fait, en essayant de les accompagner, en essayant aussi de les rassurer. Tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, vraiment, il faut garder cette paix intérieure, il faut garder cette vision qu'on peut avoir avec ces lunes, finalement, et moi ou les autres. Hein. Il y en a des super bons. On a la possibilité d'avoir une espèce de vue, de décryptage des choses. Et écouter ce qui est dit par ce biais-là ou par d'autres, hein, ça nous permet aussi de voir que finalement on n'est pas fou et que le collectif aussi est en train de pouvoir ascensionner, de pouvoir s'élever spirituellement, puisque c'est cette espèce de guerre spirituelle qu'on a d'abord intérieurement de façon individuelle, qu'ensuite on peut avoir de façon collective, qui va nous permettre de sortir de là de façon propre. Voilà. Et donc vraiment, on va garder cet angle le plus juste possible. Voilà. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, donc j'y vais, vous voyez, cette nouvelle lune en Capricorne, elle est donc à la 15 degrés 25. Excusez-moi, je vais tousser beaucoup, je suis un peu malade. Et elle va être donc ressentie plus fortement, évidemment, par les seconds décans des signes cardinaux. Donc, cardinaux, Cancer, Capricorne, Bélier, Balance. C'est une année,
une nouvelle lune particulière. D'abord, c'est la première de notre année calendaire. Je rappelle à toutes fins utiles que l'année calendaire et l'année astrologique sont totalement différentes. En effet, l'année astrologique va se terminer en mars. Et nous aurons un début avec le bélier, bien évidemment. La nouvelle lune en bélier sera le début de l'année astrologique, qui nous promet donc évidemment un renouveau là pour le coup. Donc c'est une année particulière. Pourquoi? Donc c'est évidemment notre première nouvelle lune de 2019. Et puis c'est aussi la première éclipse de l'année, qui est une éclipse solaire partielle qui va être vue notamment sur tout ce qui est Indonésie, Corée, enfin l'Asie globalement, et qui va, je dirais, nous interroger sur le fait que nouvelle lune, ça veut dire que on voit pas la lune, mais elle réussit quand même, cette éclipse, à manger le soleil. Donc ça veut dire qu'on rentre dans un créneau espace-temps qui ne dispose d'aucune lumière. On est bien d'accord là-dessus. Le soleil est mangé par la lune, qui étant nouvelle est noire. Donc on a toujours eu de tout temps, évidemment, cette interrogation historique sur les éclipses. D'accord ? Les éclipses, évidemment, en Égypte, on a la bataille de Seth et d'Osiris, qui nous montre un serpent qui va attaquer le soleil. Évidemment, Apophis, hein, c'est ce serpent qui va évidemment être l'incarnation du chaos vers lequel va tendre l'univers. Chez les Égyptiens, ce chaos, il montre l'expansion de l'univers. L'univers va toujours avoir tendance à tendre vers le chaos. Donc l'idée, c'est de montrer que finalement, le serpent, lui, il va faire basculer la barque solaire, donc la trajectoire du soleil. D'accord? Donc c'est ça. On est censé avoir une trajectoire du soleil, puis d'un seul coup, pouf, le truc, il bascule parce qu'il a été évidemment attaqué. Donc ça, c'est très symbolique. Et donc, c'était fait pour montrer la fin de la domination de la lumière. Évidemment, donc une angoisse sur le chaos qu'il y a derrière, sur l'ombre, le côté obscur, etc. Donc, de ce côté-là, on a évidemment toujours compris dans l'humanité, et en tout cas toujours traité les éclipses, qu'elles soient lunaires ou qu'elles soient solaires, comme des événements très particuliers et très spirituels. Il y a vraiment une idée qu'une éclipse ouvre un portail, et ouvre un portail pour aller faire passer des entités ou des choses qui ne sont pas forcément très lumineuses. D'accord ? Puisque on éteint la lumière, et donc si on éteint la lumière, on peut permettre au monde de la Lune, au côté obscur, de se manifester. D'accord ? Chez les Incas et chez les Mayas, par exemple, on avait énormément de culte au soleil, on le sait, même si on a lu que Tintin. Voilà, on sait qu'on a manifesté ce culte au soleil, et on avait l'impression que la lune dévorait le soleil. Donc on avait cette histoire de, je ne sais plus, d'attaque du puma céleste voilà, sur la lune, et on avait donc pour l'image que l'illusion, les reflets et l'intuition allaient masquer la réalité visible. D'accord ? C'était un petit peu ça. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec une ouverture du mois de janvier. En plus, le 6, c'est les rois mages. Donc on a une ouverture sur le mois de janvier avec une éclipse. Donc on sait que les éclipses, elles marchent par deux.
sur 2 ans. On aura donc la prochaine lune, la pleine lune sera aussi une éclipse, mais lunaire. Et on aura l'inverse en juillet prochain qui feront, elles, un rappel, je crois, aux éclipses de 2017. Hein. 2017, on se souvient que on avait commencé à basculer au niveau climatique, notamment. Donc du coup, celle de juillet fermant la boucle de 2017, on va certainement réouvrir une boucle climatique pour la fin de l'année. D'accord? Donc ça, c'est à retenir parce que ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec des choses qui vont qui vont transiter énormément sur la fin d'année par les éléments terre. Il va manquer beaucoup de feu, il va manquer beaucoup de choses comme ça, ce qu'on retrouve aussi très bien dans l'astrologie chinoise. Et donc, on risque d'avoir un élément manquant, d'accord? Cet élément manquant, globalement, c'est le créatif, c'est ce qui réchauffe, ce qui machin. Donc, on peut se retrouver avec soit un grand épisode de froid, en tout cas, une absence aussi d'eau à l'état, puisque la Terre, au niveau chinois, absorbe l'eau. Donc, on peut se retrouver avec une fin d'année 2019, avec soit une absence d'eau, soit de l'eau gelée. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver très bien avec un hiver 2019-2020 absolument terrible. Donc ça serait le consécutif de la fermeture de la boucle des éclipses de juillet. Avant ces éclipses de juillet, on va avoir, je dirais, la fin l'impulsion encore de la fermeture de ce qu'on avait en 2017, qui était plutôt sociale. Donc là, on risque de voir encore beaucoup de choses, soit économiques, soit sociétaires, et ici en France, sociétales, qui peut partir en vrille quand même. Hein. C'est vraiment pas ultra stable le truc. Hein. Bon. Donc, voilà, ça, c'est pour se dire que quand même, on est dans quelque chose qui peut matérialiser une arrivée de choses négatives pour vous, pour nous. Donc, je serais tentée de dire que c'est normal presque. D'accord ? C'est quasiment normal parce que là, on rentre dans une éclipse. On va partir du principe que ce portail va réouvrir peut-être uniquement des vieux schémas, des vieux trucs. Voilà. À travailler, à se souvenir vraiment avec discernement s'il y a quelque chose qui cloche. D'accord ? Alors, le thème général de cette nouvelle lune en Capricorne. Évidemment, la lune, son signe fétiche, c'est le Cancer. Hein, elle est bien en Taureau aussi, parce que là, elle a une gourmandise terrible. Mais elle est pas bien du tout dans le Capricorne. Bon, la nouvelle lune, évidemment, dans le Capricorne, nous met cette lune dans le Capricorne. Donc, on va avoir une problématique, d'abord, de base du domaine de la lune, qui est l'émotionnel, qui va être complètement bridé, qui va être refroidi, qui va être contrôlé. Et c'est vraiment là-dessus, je pense qu'on risque d'avoir un discernement, c'est-à-dire une prise de recul émotionnel. On va peut-être paraître froid, mais on va essayer d'analyser clairement les situations qui se présentent. Et ça, même si la lune, là, elle est un petit peu... je serais tentée de dire que c'est pas forcément une mauvaise chose. D'accord ? Évidemment, le côté politicard de cette lune, là-dedans, avec la stratégie, de l'ambition, du calcul, voilà, c'est le côté un peu négatif. Le côté autre négatif, c'est qu'on peut être bloqué émotionnellement, mais bloqué de chez bloqué, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir quelque chose. D'accord ? Donc, on peut avoir cette lune un peu contrariée dans ce niveau émotionnel.
Au niveau de ce que représente la Lune, et qu'on avait vu déjà de plusieurs fois, qui représente donc la démocratie et la foule. D'accord? Ici, la Lune en Capricorne, on peut se dire qu'elle est maintenue à distance du pouvoir. D'accord? Le Capricorne, c'est, je vous le rappelle, le pouvoir totalitaire. Donc c'est comme si là, le peuple était contrôlé par le pouvoir. En réalité, effectivement, on peut penser que c'est assez réel. Mais là, il y a une volonté de maîtrise. Contrôle, maîtrise, etc. La Lune, dans son aspect familial, elle va nous montrer peut-être une distance. D'accord? Cette nouvelle Lune en Capricorne, elle va peut-être mettre une espèce de prise de recul. On va peut-être faire des bilans par rapport à sa famille. On va peut-être essayer ou on va se retrouver à être à distance. D'accord? Là, la Lune en Capricorne va nous montrer un besoin d'utilité pratique immédiat, en fait. Elle est très axée sur ce qui sert tout de suite. D'accord? Sur ce qui va être pratico-pratique. Voilà. Soit il y a une raison à ça, soit il n'y en a pas. Et l'intuition, là-dedans, n'est pas évidemment à son mieux. Donc, on va balayer d'un revers de main tout ce qui peut être intuitif. Donc ici, on parle de contrôle émotionnel, on va parler évidemment de pouvoir politique aussi, puisque le Capricorne et la maison 10, entre guillemets, c'est un petit peu la même chose. Et on va avoir, je dirais, un certain nombre de choses qui vont être dedans. En effet, quand on regarde cette lunaison, elle est bien encadrée. Donc on est d'accord que pour une nouvelle lune en Capricorne, on a une association conjointe, donc à ce degré près de la Lune et du Soleil, mais elle est entourée également de beaucoup d'éléments et d'astéroïdes divers. Elle est entourée de Mercure, qui va être conjoint Phallus à 1 degré du Capricorne. Il y a également Saturne à 11 degrés d'un côté, Pluton qui va être conjoint à l'astéroïde Karma, à 20 degrés. Et le nœud sud, évidemment, qui va être présent à 26 degrés du Capricorne. Donc, cette lunaison a lieu dans un encadrement assez particulier, c'est-à-dire qu'elle va trouver à se situer entre Saturne, qui est le dévoreur de ses enfants, hein, et Pluton, le grand transformateur, le maître des enfers, qui, si on l'avait oublié, est conjoint à Karma en disant maintenant c'est bon, tous ceux qui n'ont pas travaillé ça, il va falloir tracher le karma. Donc là, c'est Pluton et Karma, ils sont collés. Donc on a une demande explicite par cette nouvelle lune, de restriction par Saturne, de blocage par Saturne. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on nous demande d'acquérir? On nous demande d'acquérir de la protection, de la sagesse. D'accord? Et de l'autre côté, il y a une demande pressante de transformation et de libération karmique. Avec les deux, Pluton et Karma, qui unissent leurs forces. Alors pour la petite anecdote, pour ceux qui peuvent faire leur thème sur astro.com, c'est intéressant de regarder où est Karma, l'astéroïde Karma dans votre thème, parce que souvent il vient indiquer l'importance que revêt le Karma pour vous, quelle place il va avoir, quelle place il va occuper dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est intéressant. Parce que du coup, on voit, évidemment, après, on peut dire, bah oui, c'est évident, mais c'est vrai que ça confirme un petit peu la place qu'on accorde à certaines choses dans notre existence, et notamment ici, la place du karma.
Donc c'est assez évidemment intéressant. Moi dans le mien, j'avais trouvé, le jour où je l'avais fait, j'avais trouvé évidemment, il est sur ma cuspide de l'angle de ma maison 8. Bah oui, c'est un truc, c'est un dada, donc effectivement il montre bien sa présence. Mercure donc est dans ce tableau hein, du Capricorne, puisqu'il est tout début du Capricorne, à 1 degré. Donc on voit que le mental va se structurer. On voit qu'il va rationaliser les choses au maximum, restreint, donc il va, encore plus que Saturne, il va rationaliser, il va cogiter, il va regarder ce qu'il peut couper. D'accord? Donc là, on est clairement dans une dynamique un petit peu comme ça, sur la façon dont on est gouverné, etc. etc. Donc le sérieux va être présent, l'organisation des choses de pratico-pratique, hein, de Mercure en Capricorne, va être très importante également dans voilà. Mais on a surtout besoin de trouver du sens à tout ça. Donc on est prudent, va y avoir beaucoup de prudence de part et d'autre. On va regarder tout ce qui est sécurité matérielle, stabilité, et ce qui va être analysé dans ce moment-là, ça va être comment faire une construction à long terme. D'accord? Comment est-ce qu'on peut utiliser les choses, ce qui se propose à nous, pour pouvoir finalement construire, mettre en place, travailler des notions qui vont servir de structure sur le long terme. Donc là, Mercure en Capricorne, la notion de temps, elle est importante, elle est présente. D'accord? Mercure en Capricorne, on est également très sceptique. On va être très méfiant pendant cette période. Donc c'est l'énergie globale qui va colorer cette nouvelle lune, qui est déjà un peu austère. Hein. Une nouvelle lune en Capricorne, en général, c'est pas forcément la fête. Mais là, le Mercure il va regarder, il va discerner. Hein. Saturne, c'est aussi le discernement. Donc il va aller regarder comment il peut se positionner pour finalement construire et se servir des choses, etc. Mais dans le même temps, évidemment, le gouvernement, lui, en France, il va avoir la même énergie. Donc il va aussi pouvoir essayer de rationaliser, il va aussi pouvoir essayer d'organiser, etc., à son profit, puisque je vous rappelle que le Capricorne est quand même dédié au pouvoir, notamment pas forcément le pouvoir ultra-démocratique. Comme la notion de temps est présente, évidemment, avec ce signe du Capricorne, on peut penser, en tout cas, imaginer que les choses peuvent se ralentir. Donc, elles peuvent même se bloquer, d'accord ? Donc, on a besoin, à ce moment-là, de les décortiquer, on a besoin, finalement, de les passer au crible pour les intégrer, les comprendre, les valider avant de passer à l'étape d'après. Ça, c'est Mercure en Capricorne. Alors, durant cette période, toujours le Mercure en Capricorne, il va avoir beaucoup de difficultés à supporter les choses évasives, les approximations, les à peu près, les changements d'avis, d'orientation un petit peu brusques. Ça, c'est un truc, Mercure en Capricorne, il n'aime pas du tout. Donc, ça veut dire que si on a, à un moment donné, des changements brusques, ou des choses qui pourraient remettre en cause les raisonnements, ça va créer de la méfiance et ça va ralentir encore les process. Mercure en Capricorne, c'est important aussi parce que ça parle d'éthique, ça parle de morale, ça parle de comportement dans les clous. Les choses qui seront déviantes, en tout cas de la morale. Hein. Ici, je ne parle pas de la loi. Je parle de l'éthique et de la morale. Et en fait, les choses déviantes vont être très mal acceptées. C'est-à-dire que ça peut être mal accepté au point que certains vont devenir hyper rigides en fonction de ce qu'ils ont dans leur thème. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une surrigidité en réaction à quelque chose.
voilà, qui va pas forcément permettre d'avancer correctement. Le Capricorne, c'est un signe de contrôle et de pouvoir autoritaire, comme je l'ai déjà dit. Et Mercure en Capricorne, pour moi, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas parler de tout, qu'il y a une certaine forme de censure, que la communication d'État avec Mercure va être encore plus contrôlée, et qu'on va parler même parfois de censure. Le Capricorne est un signe pyramidal, qui ne va donc pas permettre que les choses échappent. En tout cas, lui échappe. Voilà, donc on est bien sur quelque chose de fort. Hein. C'est toutes ces planètes qui sont réunies en encadrant la nouvelle lune. Aujourd'hui, cette énergie de la nouvelle lune et qui va permettre de voir les choses, hein, de nous éclairer sur finalement les tenants et les aboutissants d'un certain nombre de situations politiques, c'est pas forcément d'une grande évidence. Alors évidemment, on a des choses qui vont être encore floutées. On a cette nouvelle lune, on va bénéficier malgré tout d'une certaine forme d'intuition, puisque la nouvelle lune va être sextile à Neptune en Poisson. Donc on va avoir une intuition qui va être très terrienne finalement. On va ressentir les choses via des matérialisations. Voilà, on va avoir des choses qui vont se produire et qui, on va dire, bon, c'est logique. Donc c'est concret, c'est logique. Donc il n'y a aucune raison qu'on aille voir dans du spirituel barré. Ça ne sert à rien. On va rester dans ce qui est logique et on va suivre finalement ce qui se matérialise, qui est finalement très logique. Donc, certains vont aussi pouvoir, avec ce Neptune, être très inspirés, avoir des idées lumineuses, entre guillemets, et commencer à sentir des avancées ou des choses ou des structures ou des failles dans le système actuel, d'accord, ou des modifications qu'on peut apporter au système actuel pour pouvoir nous bénéficier de choses. C'est également cet aspect, c'est également... l'aspect ce que j'ai appelé, quand je l'ai vu, pour moi, je l'ai appelé l'aspect gilet jaune. Parce qu'en fait, c'est de la compassion. C'est de la compassion, Neptune ici, qui va éclairer cette volonté de discernement et d'ascension collective. C'est mignon, c'est beau, en fait. C'est de la compassion et de la solidarité, en fait. C'est de l'unicité au-delà du concret. C'est pourtant très concret, c'est pourtant très, très dans la matière, mais au-delà de ça, il y a de la compassion qu'amène Neptune et de la fraternité. Et on le reverra justement dans le soleil, qui est la numérologie de cette nouvelle lune, où il y a cette fraternité, puisque vous allez voir que la lame du soleil, c'est vraiment la fraternité. Et on va encore avoir là, on est sur un mouvement d'âme qui souhaitent s'entraider, qui souhaitent faire du collectif et qui souhaitent finalement, au travers du concret, parce que c'est ça que les gens voient en fait, vraiment matérialiser cette compassion, cette entraide, cette fraternité, cette solidarité qui se passe de jugement finalement. Les gens vont accepter de voir, ils vont accepter simplement parce que chacun a envie de se battre pour les objectifs communs. Et donc tout le reste, finalement, va être complètement gommé. Et cette fraternité, elle va s'établir. Et cette compassion peuvent arriver via le concret. Et ça, je trouve ça... Ouais, c'est l'aspect gilet jaune. C'est la nouvelle lune sextile Neptune. Mercure en Capricorne, toujours lui. Il est quand même carré à Mars en Bélier. Mars revient en Bélier. C'est son signe. Il est enfin sorti de sa façon de se faire du mal à lui-même, hein, de son incapacité à se défendre et à agir comme à son habitude. Hein. Mars, c'est la guerre, c'est le soldat, d'accord ? Donc ici, Mercure, carré Mars en Bélier,
ça amène une sorte de contradiction entre le désir de réfléchir, donc qui est par Mercure, et de prendre son temps, qui va au clash avec la vivacité de l'action en bélier, parce qu'il ne faut pas que ça traîne, hein, Mars en bélier ou les planètes en bélier, il faut que ça circule. Ben ça doit être mené vite. Donc on peut avoir des choses qui vont se précipiter et qui vont créer des boulettes. Donc on risque d'avoir énormément de cacophonie dans les communications diverses et variées, dans les réflexions menées par certains, qui vont trancher évidemment, ou l'absence même de parole. Je suis en train de penser qu'un Mercure en Capricorne, ça peut être que finalement il se passe des trucs et qu'il n'y a jamais personne qui parle. Ça, on l'a vécu presque récemment, quoi. Et en fait, les actions vives et très très vives qui peut être, ou par exemple il peut y avoir quelqu'un avec ce Mercure en Capricorne qui communique des bêtises, qui communique des choses très austères même, hein, très, très dures, et ça va être suivi d'une guérilla, mais d'une action et ça c'est Mars en bélier. D'accord? Par contre, elle ne sera pas réfléchie, hein. Ça sera mode spontané, ça peut être brutal. Et surtout, c'est pas de concordance entre les choses, hein. Il n'y a pas de concordance là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'impulsivité avec ce Mars en bélier. Beaucoup de polémiques, hein. Mars, bélier, carré, Mercure, c'est des polémiques, mais des trucs durs. Des contradictions permanentes. Alors, l'affaire Benalla, oui, on est dedans. Et donc, ça va augmenter évidemment la tension et l'impression qu'on a qu'il n'y a pas de cohérence, en fait, dans les choses. Que personne ne maîtrise rien. C'est la foire d'empoigne dans le bateau. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'était très drôle comme film, mais je crains que pour nous, ce soit un peu moins drôle. Mars est également en carré montant à Saturne. Et donc, Mars carré Saturne, c'est quand même la casse. C'est la casse, que ce soit la casse des os, hein, voilà, que ce soit la casse des structures, que ce soit voilà, une sorte de chose qu'on projette contre un mur. C'est assez marrant parce qu'il y a ce retour de Saturne en Capricorne qui est carré à Mars. On l'a déjà vécu en 89 avec la chute du mur de Berlin. Donc on avait vraiment quelque chose qui s'est projeté contre le mur. Et c'était Mars contre Saturne en Capricorne. Donc on a vraiment des configurations qui se ressemblent, et notamment celle-là, et qui peut, je dirais, amener des projectiles sur un mur. D'accord? Donc il y a une espèce de mur qui soit, à l'époque c'était physique, aujourd'hui ça sera peut-être pas physique, hein, ça sera peut-être une barrière psychologique, mais en tout cas il y aura des projectiles envoyés dessus. Hein. Et les projectiles avec un Mars en bélier, à mon avis ça sera pas que spirituel. Hein. Pluton est présent en Capricorne, donc à l'époque du mur de Berlin, c'était Uranus qui était présent, puisque c'était le froid. D'accord? Donc, ici, on peut imaginer qu'on peut avoir une configuration avec un pays qui peut être, à la place d'Uranus, donc, qui peut être gouverné par Pluton, ou le Scorpion. Donc, on peut avoir les pays qui ont Pluton en tête d'affiche. Il y a le Maroc, la Norvège, la Syrie, l'Algérie, la Corée et l'Uruguay. L'Allemagne, elle, est symbolisée par le bélier. Donc en 89, on était bien dans quelque chose qui était tout à fait cohérent. Est-ce que là, on est encore en présence de quelque chose qui va se passer avec l'Allemagne? C'est possible également. D'accord? Mars en bélier est également trigone, c'est-à-dire en bon aspect, à Jupiter en Sagittaire.
Donc ici, c'est un truc qui est super militaire. Hein. Mars-Jupiter, c'est quand même l'alliance du pouvoir politique et de la guerre. D'accord? Donc c'est l'action, la stratégie et le pouvoir en fait. Hein. C'est la légalisation d'une action guerrière. Donc, qu'est-ce que ça peut être que ça? Il peut y avoir des choses, alors au niveau, on le verra, au niveau de nos pays GMT plus 1, ce Jupiter est en maison 2, donc il concerne évidemment les possessions et ce qu'on a. Et le Mars est presque sur la maison 6 du quotidien. Ça peut vouloir dire que effectivement tout ce qui est... il va y avoir une razzia dans la possibilité où on cherche à faire la guerre à tout ce qui est dépenses, et notamment dépenses du quotidien. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être pas forcément quelque chose de très, très concret. Enfin, très concret, si, ça va être très concret, mais pas très concret au niveau du militaire, je veux dire. Il y a un côté donc légal de l'action qui donc est poussé par Mars. Mais il y a un truc qui m'embête, c'est que ce côté légal, il est flouté par Neptune, puisque Jupiter est en carré à Neptune. Ça veut dire que globalement, il peut y avoir une problématique d'enfumage réel de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place, c'est-à-dire qu'on ne communique pas. On ne communique pas et on va plutôt aller sur des actions frauduleuses. D'accord? Des actions cachées, des actions qui visent à dissimuler des choses. Donc voilà. D'autres aspects, par exemple Vénus qui aborde ses derniers degrés en Scorpion, avant de passer dans quelques jours dans le signe du Sagittaire. Alors, elle est trigone à Mars en Bélier, ce qui va nous permettre de réaliser un certain équilibre entre nos polarités féminines et nos polarités masculines. Il y a vraiment une alliance qui est assez intelligente entre le Mars en Bélier, donc qui fait la guerre, et la Vénus en Scorpion qui, elle, va aller finalement de façon réceptive et combative chercher la vérité. D'accord? Donc après, elle va Vénus va passer dans le signe du Sagittaire, et là pour le coup elle va devenir très active et très guerrière, hein, mode Amazon à peu près. Et elle va ici, elle est déjà en phase de pouvoir aller chercher la vérité, pouvoir se focaliser finalement sur... On enlève ce qui est pourri et on va chercher ce qui nous permet, l'essence des choses qui va nous permettre de renaître. Donc il y a quelque chose de tout à fait intéressant pour qu'on garde nos polarités alignées pendant tout j'allais dire tout ce bordel, mais oui, pour défendre finalement la vérité. D'accord ? On a une acceptation, cette Vénus, elle est dans l'acceptation de la vision de la vérité, même si c'est moche. Donc ça peut nous permettre aussi l'éveil d'un certain nombre encore avec la compassion. Il y a une acceptation de la vérité qui garantit avec un équilibre des polarités. Donc Vénus, ça va être capable d'accepter, de voir les choses, même si elles sont moches. Et je pense que il y a des choses plus ou moins moches qu'on va nous demander de regarder. Ces aspects donc féminins et masculins, eux, ils sont là pour nous permettre de nous libérer du passé, d'accord ? De nous libérer, d'avancer sur une espèce de redécouverte individuelle d'abord et collective ensuite. D'accord ? On a toujours ensuite notre alliance de Vesta, lune noire en Verseau, donc qui nous permet cet éveil collectif.
en suscitant des égrégores, mais en permettant au collectif de les libérer, finalement, on est sur quelque chose qui va aller chercher les schémas collectifs, qui va chercher à les matérialiser pour qu'ils puissent être discernés, identifiés et surtout bananés, quoi. Enlevés. Il y a un petit carré malgré tout à Junon, en taureau, qui nous indique que finalement on a du mal à se projeter vers des choses positives lors de ces égrégores, hein, qui permettraient pourtant d'accélérer. C'est-à-dire la vision, la prise en compte de l'alignement, prise en compte de notre bien-être en fait, hein, tout simplement. La prise en compte de finalement qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est bien et qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir pour être bien, nous permet de garder une certaine vibration, un truc plus haut en fait. D'accord? Et donc, Junon qui est en taureau, pour l'instant, on a un peu de mal à y accéder, on a un peu de mal à s'autoriser les choses. Bon, d'autant plus que, faut pas rêver, avec toutes ces planètes en Capricorne, dont Saturne, l'autorisation, ça va nous donner plutôt de la résistance, hein, dans un premier temps. Voilà. Et enfin, en dernier aspect notable, on a toujours notre carré Uranus-Pluton, qui est ce carré transformateur, réformateur de la politique, bien évidemment, des structures anciennes, qui, Uranus étant encore en bélier, qui nous indique que la place de l'individu n'est pas clairement établie, elle doit être transformée. La place de l'individu actuellement dans les structures n'est pas la bonne. Mais on est d'accord. On est d'accord. Donc du coup, cette place de l'individu, elle doit être revalorisée, mais pas sur n'importe quel critère. Ça doit être des critères qui sont des critères où il n'y aura pas de jugement, où on est dans la bienveillance, où il y a de la structure qui permet un cercle vertueux. L'individu au sens égoïque ou égotique, je ne sais plus comment très bien on dit, c'est niette quoi. C'est niette. Ça n'a pas sa place ici. Ça n'a plus sa place ici. Voilà, donc ça c'est pour nos énergies globales. Maintenant, on va passer aux fuseaux horaires. Alors, ces fuseaux horaires, on a vu qu'on avait le GMT plus 1, donc qui concerne Paris, mais pas que, on a toute l'Europe et on a le Maghreb. Il y en a plein d'autres aussi quand on descend en dessous. Donc, la nouvelle lune aura lieu le 6 janvier à 2h29 du matin, heure locale. Et ascendant 28 degrés 59 minutes Balance. Alors, l'ascendant Balance, il nous rappelle la 5e République. Et donc, on peut mettre l'accent sur plusieurs choses. La Balance nous indique le fait de vouloir retrouver plus d'harmonie et d'équilibre pour nous-mêmes. D'ailleurs, Vénus est en maison 2, donc c'est vraiment le bien-être pour soi-même, donc les taureaux, qui va nous permettre de nous inquiéter finalement de ce qu'il y a au niveau de notre capacité à payer les choses, de ce qu'il y a de notre argent, de nos avoirs, de nos acquisitions, de notre propriété. Et donc Vénus qui est encore en Scorpion va nous aider finalement à faire le tri. Elle va regarder ce qui est intéressant pour nous de ce qui ne l'est pas. D'accord ? Jupiter en maison 2, comme on a vu, c'est la légalité et le pouvoir qui s'invitent pour légiférer dans ce qui est à nous. C'est là que ça doit nous alerter, mine de rien, puisque nous indiquer comment on doit dépenser nos richesses, comment on doit les gagner,
comment on doit retrouver du travail, comment on doit exister dans le concret. Aujourd'hui, dans le GMT plus 1, voilà ce que dit Jupiter en 2. Jupiter, il va dire, voilà, on va vous expliquer, le gouvernement va vous expliquer, les gouvernements, l'Europe, etc., vont vous expliquer comment dépenser votre pognon et comment, finalement, on va vous obliger à rentrer dans le moule. Le tout en vous disant pas tout à fait la vérité, parce qu'il ne faut pas se rater, Jupiter est quand même carré Neptune, donc il y a une dose d'enfumage importante. La lunaison, elle, notre nouvelle lune en Capricorne, est en maison 3, donc c'est la maison de la communication, des relations avec les proches, des frères et sœurs, etc. etc. Donc l'amas en Capricorne, c'est-à-dire le Mercure, Saturne, Phallus, Lune, Soleil, Pluton, nœud sud. Ça en fait beaucoup et ça donc met l'accent sur une espèce de volonté de communiquer de façon, on va dire, contrôlée, mais surtout surveillée, et surtout la façon dont on va essayer de transformer la pensée globale de l'entourage. C'est-à-dire qu'on va nous faire le coup de, voilà, de BFM, de Dieu BFM, entre guillemets. Ça me fait plaisir parce qu'il y en a, on est beaucoup maintenant à penser ça. Et on va vous dire ce que vous devez penser, hein. On va vous dire ce que vous devez manger, on va vous dire comment vous devez prendre les choses, ce que vous devez signer, ce que vous devez regarder à la télé, ce que vous devez acheter, voilà. Et on est là-dedans. Mais alors, on est là-dedans, mais à un point qui est très, très, très poussé. D'accord ? On va chercher vraiment à diriger la communication pour orienter notre comportement, notre mental, notre pensée, nos ressentis, ce qu'on va vouloir avoir, etc., etc. Enfin, vraiment, nos objectifs, tout. D'accord ? Donc, ça risque d'être un petit peu chaud patate. Au niveau familial, il peut y avoir, comme on le voit, hein, on a quand même la maison 4 qui est prise d'assaut par Lune Noire Vesta. Donc on peut avoir une prise de conscience de certains schémas historiques familiaux qui peuvent être problématiques, des problèmes de fonctionnement psychologique dans la famille. Mais, comme la maison 4 fait le pendant en face à la maison 10, donc aussi du Capricorne, la maison 4, elle peut aussi avoir une fonction politique. Et là, on peut se demander, vu que c'est un signe collectif, à quel moment on peut avoir aussi un surgissement d'une situation qui ne va pas mettre en lumière encore un dysfonctionnement de la société ou de la politique, en tout cas du collectif. D'accord ? Il peut y avoir ça dans ce créneau espace-temps, quelque chose qui va nous interpeller et qui va nous faire prendre conscience de choses qui ne sont plus du tout... Enfin, c'est karmique, là, on parle de trucs qui sont liés à la peur, qui sont liés à des choses très, très anciennes et qui peuvent avoir eu des débordements déjà collectifs anciens. D'accord ? On est presque sur du transgénérationnel sociétal, c'est-à-dire des choses qui se sont passées avant et qui ont fait peur aux gens et qui reviennent sous une autre forme. D'accord ? Donc on peut avoir ça. Sauf que là, l'intérêt de cette conjonction ici, c'est que d'un seul coup, les gens sont armés pour en prendre conscience. Donc là, d'un seul coup, on se retrouve avec la capacité... alors pour l'instant, le carré à Junon va empêcher qu'il y ait des partenariats qui se forment pour pouvoir flinguer tout ça, mais la prise de conscience, elle est déjà là. Donc je dirais que c'est déjà pas mal. D'accord ? Au niveau de l'éducation sur le plan collectif, on est en train, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être dissimulé. Neptune en 5, on a une dissimulation d'un certain nombre de valeurs, on a une dissimulation d'un certain nombre d'intentions positives, des choses sur les enfants, etc. etc. Mars et Chiron sont aussi en maison 5, il y en a un en Poisson, l'autre en Bélier.
Donc, on peut dire que finalement, il y a une espèce de guérison qui peut être attendue sur la foi dans l'individu et son potentiel d'action pour lui-même, pour retrouver ses valeurs, pour retrouver ce qu'il est, pour retrouver... Il y a une certaine forme de... d'action. Mars en maison 5, c'est vraiment la passion, quoi. C'est une passion pour finalement ce qu'on est nous-mêmes et retrouver nos valeurs de cœur. Et il y a la possibilité d'agir pour ça. Il y a des situations qui vont se créer et on a une conscience de se battre pour le mieux, pour quelque chose qui est progressiste. Je ne sais pas si c'est le bon mot, je ne voudrais pas utiliser un mot... mais vraiment quelque chose qui... Il y a quelque chose qui se met en place, des actions qui peuvent être des actions fortes, mais pour la foi en l'homme, pour la foi en l'individu, pour la passion de l'humanité en fait, et qui est associée à une guérison. Donc pour guérir, il faut agir. Il faut agir pour retrouver la foi dans ses valeurs. Retrouver aussi, là on parle de la maison 5, il y a un truc dont je parle pas souvent, enfin de temps en temps quand même, c'est l'art. Moi je voudrais vous expliquer à quoi sert l'art. L'art, il a toujours été utilisé par les hommes de tout temps et je pense que s'il y a d'autres populations ailleurs, ils l'utilisent également parce que l'art, sous toutes ses formes, ça permet de garder une vibration très haute. Quand on se connecte à quelque chose d'artistique, et je parle pas attention, hein, je ne parle pas de l'art qui est fabriqué par toutes nos industries Bollywood, Hollywood, machin. C'est vraiment, c'est pas de l'art, c'est du prêt à mâcher, du prêt à penser, de ce que vous voulez. C'est pas de l'art, ça. Les musiques débiles qui sont fabriquées à coup de je ne sais pas quoi avec des trucs subliminaux, c'est pas de l'art. D'accord? Je vous parle de ce que, voilà, du style de tableau de Bruegel que je vous avais mis dans la dernière vidéo. Je vous parle ça peut être aussi de retrouver des proportions comme utilisées au départ les platoniciens, les solides platoniciens, la géométrie sacrée qui se retrouve partout dans l'univers. La suite de Fibonacci, mais on en parle, ben oui, on en parle même dans le Da Vinci Code, mais personne ne sait ce que c'est. Mais c'est quelque chose de naturel qui est utilisé par l'univers et pourtant qui est un principe mathématique qui fait des choses artistiques merveilleuses. Le fractal, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont utilisées au niveau de l'art, des peintures. Michel-Ange qui utilisait le nombre d'or pour pouvoir travailler. Le Parthénon, etc. En Grèce, l'architecture qui était faite avec le nombre d'or. Pour que l'homme est fait au nombre d'or. Donc la matérialisation de ce nombre d'or, c'est l'art. Et l'art, effectivement, amène l'homme à se positionner dans les vibrations qu'il a le plus hautes. Et c'est à ça qu'il sert en fait. Il sert à pouvoir garder cette vibration au top et ne pas être sollicité par des choses négatives. Voilà, c'est à ça que sert la musique superbe, les compositeurs, les artistes qui ont su se connecter à ces vibrations au-dessus de nous et qui ont su nous en faire profiter. Uranus est en maison 6, presque 7. Donc il y a peut-être une explosion des partenariats. Il y a encore quelques secousses qui peuvent être générées, comme il est en cuspide, de 6 par le quotidien, d'accord, puisque son opposition à Pallas et à la diplomatie, comme on l'avait vu à un moment donné, la diplomatie politique, va toujours aller pousser Uranus à faire de la façon de réclamer ou de... Réclamer, c'est pas le bon mot. Se manifester, montrer qu'on existe, donc Uranus en bélier, de façon horizontale, en fait. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la représentation, la pyramide, qui permettrait de rentrer dans le système, soyons clairs. À partir du moment où un mouvement se structure et où il y a des têtes de gondole, entre guillemets, qui sont fixes, c'est fini.
C'est-à-dire que ce mouvement, il a une place dans le système. Donc on va essayer de... Après, les gens essaieront de le broyer. Enfin, les gens. Pas les gens, les politiques. Voilà. Et enfin, on a ce nœud nord de l'évolution collective qui est en maison 9, donc qui nous dit, allez-y les enfants, évoluez. La foule est donc guidée par cette haute spiritualité, par cet apport, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Excusez-moi. GMT -10. Hawaï et Tahiti. La nouvelle lune aura donc lieu le 5. 15h29 heure locale, ascendant 3 degrés 15 Gémeaux. L'ascendant Gémeaux, lui, il va nous parler de relationnel, il va nous parler de parole, il va nous parler de communication, d'échange, ouais, de respiration aussi. Pour moi, il y a une espèce de liaison avec l'air, d'accord. Mercure ici est en cuspide, donc en pointe au niveau de la maison 8. Et donc, il va nous parler finalement d'une profonde transformation de ce secteur, d'accord. C'est-à-dire que c'est une transformation intellectuelle qui peut toucher les gens, qui peut toucher la communication, l'air, les transports aussi avec Mercure, d'accord. On a cette maison 8 qui est une maison très forte, qui fait en général très peur, qui est la maison des transformations, dans laquelle a lieu cette nouvelle lune, et qui nous dit, mais là, il va y avoir une transformation des structures, de la vision des structures, qui est obligatoire, en passant peut-être par une crise, des bouleversements, et le Uranus qui est en 11 va nous indiquer que finalement il peut y avoir des soubresauts collectifs, qu'il peut y avoir un type de souci collectif, qu'on est peut-être coupé aussi au niveau de sa communication et qu'on parvient pas à joindre. D'accord. Donc il y a quelque chose peut-être au niveau des transports, il peut y avoir quelque chose au niveau de la compréhension, de la communication, et un événement aussi, il peut y avoir un événement climatique avec ça, avec des structures qui sont bouleversées. Dans le meilleur des cas, c'est des structures politiques. Dans le pire des cas, c'est un événement géologique, hein. Le Capricorne, il parle rarement de... Voilà. Hein. Neptune est en 10, hein, ce qui peut générer aussi un effet d'eau. Après, on a Vesta, lune noire en Verseau en 9. Donc, une possibilité d'évolution collective. Ouais, il faut aller regarder doucement, quand même, gentiment, ce qui va se passer. Hein. Donc, à suivre. À suivre, puisqu'il y a une volonté quand même de nos amis de pousser à l'éveil collectif. Et on a une évolution aussi via le concret, donc c'est-à-dire via à la fois la famille, via les choses qui semblent un petit peu plus stables. D'accord. GMT-7, hein, Californie, Yellowstone, Mexique. Là, on a une nouvelle lune le 5, toujours, à 18h29 heure locale, ascendant 4 degrés 39 Lion. Ici, l'ascendant Lion va venir nous parler, encore une fois, de nos valeurs, de notre comportement envers les autres, de notre générosité, de nos enfants, de la façon dont finalement on réagit avec le cœur. D'accord. Cette lunaison, elle, donc qui intègre le soleil qui est maître du lion, est en maison 6, c'est-à-dire c'est le quotidien, c'est le travail, c'est voilà, donc ça va plus probablement ces valeurs être appliquées au domaine du quotidien, de la santé, ou alors même des animaux. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc qui allait pouvoir être sorti aux États-Unis sur les animaux.
Parce qu'il y a un truc qui me paraît pas net du tout. Voilà. Donc quelque chose qui est en tout cas rigide dans le quotidien va devoir être changé pour permettre une évolution. Donc chacun va être invité à le faire, puisqu'on Mars Chiron en maison 9, il y a vraiment une action individuelle qui nécessite une guérison, mais une évolution spirituelle, la maison 9, ou un enseignement. Donc quelque chose va paraître instable et va influer de façon négative sur le quotidien ou la santé des gens. Il y a un truc, hein. Il y a un truc aux États-Unis qui va secouer. Alors, est-ce que ça peut être aussi un scandale de santé avec Uranus en carré, là? Est-ce que ça peut être un truc qui touche à la médecine, les médicaments, un truc de laboratoire? Mais en tout cas, l'évolution, c'est pareil, l'évolution collective montre en évidence qu'il y a un problème au niveau des partenariats, des contrats. Parce qu'on a lune noire Vesta en Verseau, évidemment, en maison 7. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des choses entre les firmes? Je sais pas. Il y a quelque chose de particulier. Alors, la suite, c'est que j'ai relié Québec, Guadeloupe et Martinique. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont exactement le même thème. D'accord? Donc, c'est une nouvelle lune à 21h29 le 5 qui a lieu à 7 degrés 08 minutes de la Vierge. Donc, la Vierge, elle, on rebascule quelque part sur le quotidien, sur les valeurs du travail, les valeurs de partage et de service. Donc ici, on va vouloir avoir finalement, la lunaison a lieu en maison 5, donc toujours cette notion de valeur, hein, de retour à l'humain et au cœur et aux valeurs humaines. Et on voit que finalement, on va avoir ces notions de service à travailler ici. On va essayer de voir comment ces valeurs du cœur, cette valeur de l'humanité, cette valeur de l'art, cette valeur du soin collectif aussi, puisque notre Vesta Lune Noire est en maison 6. Comment ça peut être exprimé, d'accord, dans ces domaines-là. Donc on peut avoir aussi une problématique ciblée sur les enfants, sur le passé, sur on cherche nos origines, sur ce qui peut être transmis, sur ce qui peut être créé et recréé. D'accord? Il y a une problématique sur la création, sur l'ouverture, etc. La lunaison, donc en maison 5, va permettre d'apporter finalement une espèce de zoom aussi sur les domaines ludiques du lion. D'accord? Qui vont demander ici du sérieux. Donc, il va y avoir peut-être une certaine forme de rigidité pour changer de certaines choses, mais finalement, on va y arriver parce qu'on va travailler sur des choses qui vont toucher le quotidien, qui vont toucher la santé. Ça peut être collectif aussi, hein, ça peut être fait de façon assez importante sur le collectif. Jupiter est en maison 4, donc pose la question du père, de l'autorité, de l'oncle et en tout cas de la condition de la filiation. Donc on est sur quelque chose qui est assez... qui peut parfois être flou au niveau individuel. On peut très bien découvrir que finalement on a un axe de famille qui n'est pas le bon. On découvre que finalement dans la légalité, quelqu'un qu'on pensait être de la famille ne l'est pas et vice-versa. On peut retrouver des gens avec ça. Hein. Il y a quelque chose qui est flouté. D'accord ? Ici, on nous demande également, dans ces groupes-là, de reconnaître que le masculin doit être guéri. Le masculin, il ne faut pas le cantonner à ce qu'il est. Il est bien plus que ça. Il a des valeurs qui sont proches de celles du lion et qui sont celles du courage, qui sont celles de la témérité, de l'audace, vraiment des valeurs d'action
positive pour couper des choses qui n'ont plus lieu d'être, etc., etc. Et ces valeurs-là, elles sont aujourd'hui, elles ont besoin d'être guéries. Elles ont besoin d'être autorisées. Ne plus être traitées comme, je sais pas, quelque chose qui n'a pas lieu d'être parce que finalement, il y a eu des blessures du féminin. Donc voilà, on voudrait mettre quand même quelque chose, punir encore. Enfin, il y a voilà. Donc là, il y a vraiment une demande de guérison. Voilà, là, donc il y a une perspective aussi d'évolution avec Uranus qui se fait via un événement qui va amener aux gens de la conscience. Donc on est vraiment sur une lune qui pousse, hein. Elle pousse pour que tout le monde se réveille, elle pousse pour la conscience, elle pousse pour le discernement. C'est bien ça, c'est bien. Et ça veut dire que tous ceux qui ont compris quelque chose vont pouvoir aussi l'expliquer. C'est notre rôle à tous. La réunion. Donc là, on passe à GMT plus 4. Donc, la réunion, le 6 à 5h29, ascendant 11 degrés 22 minutes du Capricorne. Ça ne s'invente pas, c'est juste joint à Saturne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette lune-là? Eh bien, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, on va rajouter l'ascendant pour la réunion. Donc, ça nous rajoute beaucoup de choses. Ça veut dire que la réunion risque d'être au centre de beaucoup de choses dans ce créneau espace-temps de la nouvelle lune en Capricorne. Donc, c'est très important pour cette zone. Je pense que la réunion est directement impactée par cette lune. Elle va y prendre totalement sa part. D'accord? Mercure est en 12, donc la communication ne passe pas. Elle est étouffée, cette communication. D'accord? Jupiter est aussi en 12, donc ce qui amène à penser que les institutions vont encore étouffer énormément de choses, et tout ce qui peut nuire, je dirais, à l'évolution, tout ce qui peut entretenir la rigidité de la structure publique va être utilisé. Neptune en maison 3, il est dans la maison, le grand flouteur est dans la maison de la communication. Donc, ça fait brouilleur. D'accord? Donc, on va avoir des difficultés à entendre les solutions proposées, à raisonner correctement, à y voir clair dans la communication. D'accord? Vesta et Lune Noire sont conjointes en Verseau en maison 2. C'est la maison du concret, maison du taureau. Donc ça veut dire qu'on a une problématique collective de nos avoirs, de nos propriétés, de ce qu'on gagne, de notre argent, de nos possessions, qui est avalée par un truc karmique, par un égrégore. Donc ici, la solde karmique s'effectue sur le bien des gens. Donc ça veut dire qu'il y a des pertes qui peuvent être importantes, qui doivent générer finalement une espèce d'opportunité pour adhérer à une dimension d'évolution d'abord intérieure, spirituelle j'entends, et ensuite se ramener et ramener son talent, entre guillemets, dans l'esprit collectif. Mars rejoint Chiron en 4, donc ça veut dire que la lutte va venir de très très loin et va ramener d'anciens combats, d'accord? C'est le passé qui va reforger une lutte, d'accord? Quand il y a des choses qui sortent comme ça, c'est vraiment des luttes d'autrefois, des luttes d'anciennes souffrances, en fait, qui ont construit les inconscients familiaux, qui ont construit les inconscients structurels de l'île, qui doivent être cassés et qui vont commencer à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont sortir et qui vont paraître insupportables. D'accord? Et Uranus, situé comme il est, en maison 4 aussi, permet la libération de ces schémas. D'accord? Et ça,
c'est plutôt quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'on a la possibilité d'avoir finalement une mise à l'écart ou une mise en conscience, un discernement sur un certain nombre de schémas et de souffrances qui sont avilissants. D'accord? Et qui doivent être libérés. Et ça, c'est ce qui est prévu et promis pour cette lune. En tout cas, c'est ce qui est disponible comme énergie. Donc ça, c'est intéressant. GMT plus 9. Alors là, on passe directement en plus au sous-sol de notre éclipse. Donc Japon, Indonésie, Corée. Donc la nouvelle lune aura lieu le 6, toujours, à 10h29. Ascendant 25 degrés 50 Poisson. Conjoint Chiron. Et proche, évidemment, on l'a vu, de Mars en Bélier. Donc une guérison est dans l'attente, d'accord? Dans la compassion également. Vraiment, on est, Neptune est en Poisson en 12. Donc cette compassion, elle tarde à s'exprimer, d'accord? Mais le Chiron en Poisson, conjoint l'ascendant, veut aller chercher cette compassion. Pourtant, c'est la lutte de Mars en Bélier qui va s'exprimer, qui va exprimer finalement une réactivité, qui va marquer une lutte et la volonté d'imposer les choses correctement. La légalité qu'on avait vue avec le trigone de Mars à Jupiter, en Sagittaire, va pouvoir dire au pouvoir, je veux que ça se passe comme ça et je vais faire toutes les actions nécessaires pour que les choses soient mises dans la lumière. D'ailleurs, Jupiter, il est en maison 9. Donc il est vraiment dans le fait de passer par quelque chose qu'on coupe ou des actions parfois un peu brutales, comme on le voit notamment sur Carlos Ghosn, qui peuvent être menées pour aller jusqu'au terme et éclairer et permettre via ce biais-là une évolution. D'accord? Donc on est sur des actions, des pressions même, qui vont être, puisque toute notre lune, elle est en maison 10 et 11, donc il y a des pressions du collectif de l'extérieur, il y a des pressions du pouvoir politique, des pouvoirs politiques, pour arriver à infléchir les actions, mais les actions maison 1, ils en ont rien à secouer, ils vont les mener jusqu'au bout, dans la légalité de ce qui est à eux, dans leurs valeurs et dans leur volonté d'ascensionner. Donc, c'est plutôt ce qui explique en fait ce comportement où on nous dit, ben voilà, il y a encore des choses qui se passent, etc. Oui, il y a des choses qui se passent parce que les objectifs politiques rigides veulent agrandir leur zone d'influence finalement. Et donc, on se retrouve à avoir des choses qui vont être au service du pouvoir. La communication veut être contrôlée, veut être laconique et très réglementée. Mais là, on a d'anciens égrégores collectifs qui peuvent être activés et qui vont finalement toucher les gens et toucher à cet honneur. On parlait là, cet honneur, il est avec ce nœud en maison 5. On parle de l'honneur, de l'humanité, la dignité. Alors, M. Macron a formulé 3 vœux, dont un de vérité, juste le même jour où on apprenait tout un tas de trucs avec M. Benalla. Très bien. On verra avec Koff, justement, que chacun a sa vérité et qu'on est tous dans le mensonge à partir du moment où on n'a pas fini nos incarnations, puisque ce qui est notre vérité devient finalement presque un mensonge l'étape d'après, quand on a pris conscience du schéma. Donc, voilà. Ici, donc, je reviens sur le Japon, et on a donc ce Jupiter qui va nous, et carré Neptune, qui va nous parler de loi et de
de tenter de comprendre ce qu'est la fraude. D'accord? Puisque ce carré entre Jupiter et Neptune parle de fraude. Neptune est en 12, très clairement, il y a des choses cachées. Et les autres, ils vont chercher. Hein. Ils vont chercher encore et encore et encore. Parce que c'est l'honneur. C'est quelque chose qui a été trahi. Donc là, on est sur une blessure de trahison terrible qui demande à pouvoir être soldée. Donc ça, c'est important, parce que c'est l'honneur qui doit encore mettre en lumière des choses. D'accord? Donc la morale, ce Jupiter en maison 9, est érigée en très haut et montre que même les plus grands sont soumis à la morale, sont soumis à la justice, la justesse. Bon, c'est plutôt tout à fait comme ça que ça doit se passer. Nouméa, GMT plus 11. Une nouvelle lune le 6 à 12h29, ascendant 22 degrés 09 Bélier, donc conjoint à Eris et à Uranus. Donc ici, il se peut également, alors avec une lunaison en maison 9, donc un désir d'évolution au-delà de nos rigidités, au-delà des rigidités politiques, qui est très très importante. Donc il se peut qu'il y ait ici aussi des actions, des événements qui peuvent bousculer les choses et les gens, parce qu'Uranus, il est quand même conjoint à l'ascendant. Il est carré à Pluton, qui est quand même au milieu de ciel, donc c'est-à-dire qui est dans les objectifs immédiats. Et Mars étant dans la maison des choses cachées et des épreuves, en maison 12 avec Chiron. Donc il y a quelque chose qui paraît être subi et caché et qui demande transformation et dont l'acceptation paraît un peu compliquée et difficile. Donc ça peut être quelque chose, tout ce que je vous dis, hein, c'est pas forcément au niveau collectif, hein, ça peut être pris au niveau individuel, ce sont les énergies qui sont disponibles. Neptune en 11, donc, va être donc toujours carré à notre Jupiter qui l'a en 8. Donc on est sur une obligation de transformer ce qui est légal. Ce qui est autorité demande une transformation qui peut être un petit peu bouleversée, un petit peu secouée, un petit peu... voilà. Donc la lunaison va avoir lieu en maison 9, donc qui est la maison de l'évolution, qui est la maison de l'enseignement, de l'étranger. Donc effectivement, il peut y avoir des choses qui se passent en France chez nous, qui influent sur la Réunion et Nouméa, des choses qui se passent dans les îles et qui influent chez nous, qui font gronder encore plus le truc, etc., etc. Voire de toute façon de toute l'Europe, puisqu'on a vu que ce mouvement était au niveau GMT plus 1 déjà. On n'en parle pas, la communication est très contrôlée, mais c'est très 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 suivi dans plein d'autres pays. Donc la présence de Saturne donc, dans cette maison 9 va nous indiquer que finalement on va y avoir des résistances à l'évolution, va y avoir des résistances, des blocages par rapport à l'évolution, d'accord? Et que on demande de l'éveil, on demande des choses, et que l'évolution du plus grand nombre, il y a responsabilité des choix de chacun. D'accord? Parce que ça parle de la responsabilité, là, de faire des choix pour son évolution propre, justement. D'accord? En adéquation avec une évolution qui ensuite est collective. Mais d'abord, il faut arriver à trouver ce qui est juste en nous et regarder, et oser regarder et passer à travers. Ça, c'est pas forcément évident. Cette idée-là, donc, elle est validée par la présence de la conjonction Lune Noire Vesta en maison 10. Qui sont les objectifs évidemment, et qui va être assimilé au signe du Capricorne, hein, bien sûr, et du pouvoir politique. Donc il va falloir faire des choix, on a la responsabilité de nos choix, c'est pas forcément quelque chose de simple, mais il n'y a pas le choix, entre guillemets, il faut faire des choix, mais il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que
choisir de vouloir le mieux pour soi, de ne pas rester dans des schémas qui nous empêchent finalement de pouvoir être ce que l'on est et d'avoir une expression positive et qui va amener des choses à la fois à nos proches mais aussi au groupe plus loin. Tout ça, ça doit être très maîtrisé et très décidé. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fait un acte fort, et là on va pouvoir le faire avec Mars en Bélier, ça va être compliqué. Voilà. Alors, ça c'est fini au niveau de l'astro. Donc déjà je vois 1h25, donc je vais essayer de pas trop traîner. Mais pourtant j'ai des choses à dire sur la numérologie. La numérologie de cette année 2019. L'année 2019, elle a 2 vibrations. Elle a une vibration 12, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 9. Et elle a une vibration 3. Ces 2 vibrations appartiennent aux deux faces, 2 côtés d'une même pièce de monnaie. C'est-à-dire que je lance la pièce, je ne maîtrise pas ce que je veux, elle tombe sur le 12, je vais subir le pendu. Je lance la pièce avec discernement, je choisis le 3, je serai dans la vibration de l'impératrice. Le choix ne peut se faire qu'en conscience. Si on ne choisit pas, on va tomber sur la vibration 12. Les 2 sont pourtant disponibles de façon simultanée. Et on va voir que déjà cette année, avec la vibration 11, la vibration 2, même si le 11 normalement ne se réduit pas, mais malgré tout quand il vibre mal, il vibre en 2. Ça, on l'a vu déjà cette année et vous allez pouvoir comprendre que c'est... voilà. Quand on a ces 2 vibrations d'une côté d'une même pièce, si vous avez la vibration 11 comme on a eu pour 2018, la vibration 11 c'est un maître nombre, donc on avait une guidance, on avait quelque chose qui était plus haut que nous, qui nous poussait à faire quelque chose, d'accord, qui nous poussait à du collectif, à une demande collective. Donc c'est ce qui s'est passé finalement là. On a été poussé à une demande collective. Mais quand c'est pas harmonisé de cette façon-là, ça vibre en 2. Et le 2 c'est quoi ? C'est la dualité, c'est le conflit, c'est la dépendance à certains systèmes, c'est la surprotection des choses, ou c'est la codépendance, ou vraiment, encore une fois, dont on sort que par le conflit. Donc la casse, d'accord ? Donc on a vu ça tout récemment. On a vu cette vibration 11 bien se passer et donner naissance à un mouvement horizontal, et on a vu cette vibration 2 qui coexistait en même temps. On a des gens qui s'investissent dans ce mouvement des gilets jaunes. Excusez-moi d'en parler tout le temps, ça va saouler tout le monde, mais c'est vraiment pour que vous ayez la vibration du truc. On a des gens qui s'investissent là-dedans, peu importe ce qu'on en pense, qui nous créent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne avec Monsieur Chouard, des gens qui peuvent être plus ou moins contestés après dans d'autres sphères, mais qui sont là et qui amènent leur implication. Donc il y a je sais plus, Maxime Cauchy, Laetitia, je ne sais plus quoi, Maxime Nicole et Monsieur Drouet. Et tout cela, après on en pense qu'on veut, c'est pas le problème, c'est qu'ils ont été amenés avec ce 11 à gérer des choses qu'ils recevaient. D'accord ? Donc au niveau collectif. Donc ils ont été positionnés par le 11. Après, peu importe de quoi ils dépendent, etc., et ce qu'ils font. Et si on est d'accord ou pas. Ils ont été générés par ce 11. Et de l'autre côté, on a ce 2 qui amène du collectif avec ces ordres sur de taper, de flashball qui ont visé la tête. Enfin, on a vu des choses absolument apocalyptiques ici, avec des gens qui ont vraiment qui seront marqués toute leur vie par ce qui s'est passé, avec des ordres conflictuels de guerre et qui sont extrêmement malvenus.
Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer sur les vibrations de 2018. 2019, on a le même principe. On a d'un côté vibration 12 et de l'autre côté vibration 3. Le 12, comme on l'a déjà vu, c'est le pendu. Le pendu, c'est quoi? C'est déjà la fin d'un cycle. C'est un vrai cycle. Pourquoi je dis que c'est la fin d'un cycle? On a 12 heures, on a 12 signes du zodiaque, on a 12 mois, on a 12 apôtres, voilà, on a les 12 travaux d'Hercule. On a ce 12, il est significateur énergétiquement. Après, les puissances de 12, je parlais tout à l'heure de mathématiques, coucou maman, et donc évidemment le 12 x 12, on sait ce que ça nous apporte, hein. Les 144 000 sont issus de là. Donc il y a un cycle fermé, d'accord, autour de ce 12. Sauf que ce 12, il est très spirituel, d'accord, mais il est achevé, d'accord, il forme un tout, un ensemble harmonieux, un ensemble parfait, d'accord. C'est un nombre qui est vraiment une sorte de... C'est comme si c'était déjà une table ronde, quelque chose qui... Voilà, mais il est spirituel. Et donc, il symbolise le fait de rester bloqué, puisqu'on est quand même... On a affaire à quelqu'un qui est la tête en bas, attaché par un pied, et donc il est bloqué dans son instant présent. Il ne peut pas être actif. Il subit. Le pendu, la symbolique, c'est le sacrifice, c'est l'attente, c'est le blocage. Il est attaché, donc il regarde droit devant, il subit les choses. Pour sortir de là, il faut qu'il s'abandonne, c'est-à-dire qu'il fasse confiance à ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il ne parte pas en mode panique. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne sur lui, qu'il fasse agir son propre discernement, qu'il regarde la situation sous un angle différent. Et c'est ça qui va lui permettre, c'est cette compréhension, c'est cette intégration de la nature de son blocage qui va provoquer le fait de quitter cette énergie du blocage pour incarner l'énergie du 3. 1 plus 2, 3. D'accord? Le pendu, comme on le voit sur la carte, c'est un jeune homme qui est pas... on voit sa condition, il n'est pas famélique, hein. C'est un signe donc de confort matériel, donc il est bien dans sa 3D. Ses cheveux sont bleus, donc ça veut dire qu'il n'est pas très actif, d'accord? Il ne va pas aller au contact, d'accord? Et là, il ne peut pas agir. Donc il doit s'abandonner à sa condition, à sa situation. Donc il est dépendant des autres, il n'est même pas conscient de ce que ça engendre pour lui. Si vous regardez bien, on voit même un bout de son oreille. Ça indique déjà qu'il est dans l'écoute, qu'il est attentif. C'est l'oreille droite, donc il y a sa raison qui est également branchée. D'accord? Donc ça veut dire que tout n'est pas parti chez lui et qu'il sait que le discernement, l'écoute, le fait de comprendre et d'intégrer vont lui permettre non seulement d'accepter ce qu'il vit, d'accord, de laisser s'accomplir la situation qu'il a provoquée, et donc ce sacrifice, entre guillemets, va pas être vain parce que ça va l'amener à basculer, d'accord, dans la sérénité et accéder à un niveau spirituel plus élevé. On avait vu que les jambes sont pliées, d'accord, et ce qui nous amène au 21. Le 21, la lame 21, on était d'accord qu'elle était... C'est la fin du cycle aussi, c'est une autre fin du cycle et c'est le monde, d'accord. Donc elle est dans son truc achevé au niveau de son univers. Donc elle a pu sortir de cet imbroglio. D'accord?
Donc ça veut dire que on a un blocage qui est au démarrage très impossible à passer. Sauf qu'on voit que dans la carte, il y a aussi ce portique qui est fait d'arbres à l'envers, dans lequel on a gardé que les essences, c'est-à-dire qu'on a coupé toutes les branches. D'accord? Donc, on a quelque chose qui peut redonner de la vie. Finalement, c'est des arbres qui vont nous permettre de nous retourner pour prendre racine et nous élever à nouveau spirituellement. La corde, eh bien, la corde, elle sort du talon. Hein, elle n'attache pas la cheville. Donc, ça veut dire que, finalement, il est presque volontaire pour rester dans un truc qui, finalement, ne l'attache pas vraiment. D'accord? Et qu'il l'attache par le talon. Et le talon, finalement, c'est là où sont concentrées les énergies, parce que la symbolique du talon a toujours été quelque chose d'important au niveau historique. On a au démarrage Jacob et son frère Isaü qui tient le talon de Jacob, tient le talon de Isaü, c'est-à-dire qu'il va aller choper toute l'énergie de son frère, de connexion à la terre de son frère. D'accord? Tout ce qui est en réserve, finalement. Puisque dans la mythologie, on va voir que, ou dans la Bible, beaucoup, hein, il suffit de prendre la Bible, Ève, elle se fait mordre au talon par le serpent du Jardin d'Éden. Marie-Madeleine, elle va essuyer les pieds avec ses cheveux. D'accord? Achille, lui, dans cet endroit-là, il n'a pas été protégé par la potion, le longan de... Et donc, c'est par là qu'il va mourir, finalement. On a aussi plein d'expressions au niveau des pieds, etc. Le pied et le talon, notamment, qui sert à avancer, c'est la connexion énergétique à la terre. Et donc, du coup, il est à l'envers. Donc, il y a cette connexion énergétique qui est aussi reliée à la famille, au lien du transgénérationnel. Donc, il va falloir qu'ils décident, ils prennent le choix de couper cette corde, donc mentalement, pour pouvoir se libérer et passer à une autre vibration. D'accord? Donc, c'est une sorte de retour aux sources avec finalement la nature qui est présente, on le voit entre les arbres et les feuilles sur cet arcane-là, sur cette carte-là, et qui permet aussi de garder l'énergie de l'ancrage du talon sur la terre. Et donc on retourne effectivement, quand on récupère cette énergie dans le talon, le pendu se retourne. D'accord ? Une fois qu'on choisit en conscience le 3, eh bien l'énergie elle n'est pas pareille. L'impératrice, c'est une énergie de communication, d'action, d'authenticité, de projet, d'échange. C'est un archétype féminin, mais il a, on regarde une pomme d'Adam, donc il a aussi finalement une possibilité d'action avec le masculin, d'accord? Il intègre aussi une partie du masculin. Et elle est c'est la maman, on voit, elle est enceinte, c'est la maman du tarot, c'est-à-dire qu'elle va... Il y a une notion de sécurité avec l'impératrice qui met en sécurité un peu ses enfants. Donc quand on est dans cette vibration, finalement, on va être pris en charge par cette impératrice et on va être inclus dans finalement ce périmètre de protection. C'est un fort caractère, cette impératrice. Elle affirme, elle est posée, c'est pas quelqu'un qui se cherche. Et c'est le symbole de l'intelligence. Finalement, le nombre 3, il va représenter à la fois la naissance de l'esprit et le développement mental. C'est le triangle, c'est la première figure fermée après le 1 et le 2. Le 1 qui est le point, le 2 la ligne, et finalement, du 1 plus du 2, on va réussir à faire un beau triangle équilatéral qui va être juste sur toutes ces faces. D'accord ? Donc, c'est également le 3, une vibration de compréhension et de savoir. Ça, on reboucle avec ce qu'on a vu avant, avec ce Mercure. Et donc,
elle est affiliée à Mercure, hein, l'impératrice. Et donc, ces deux notions vont être très importantes au niveau de la compréhension du savoir, parce qu'elles vont nous indiquer des comportements qu'on va être amené à garder consciemment par rapport à ce qu'on entend, ce qu'on apprend, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Et donc ici, il va nous être clairement indiqué de porter une attention particulière à tout ça, parce que ça va créer finalement le socle de l'évolution et de l'avancée collective. C'est parce que nous, on va comprendre, c'est parce que nous, on va savoir que les autres vont pouvoir aussi s'expanser. D'accord ? L'impératrice, donc, elle expérimente les situations. Elle n'est pas dans l'intellect, elle est dans la matière. Elle va intégrer, vivre les situations, les comprendre et pouvoir les remettre, les libérer. D'accord ? C'est aussi l'archétype de Gaïa, de la terre-mère. D'accord ? Dans l'image de l'impératrice, il y a plusieurs types d'impératrices et on peut se poser la question dans ces cartes. Il y a un type de tarot et plusieurs types de tarot qui ont dessiné cette impératrice sous la forme finalement de la Vierge qu'on voit dans la Bible qui était tirée de l'Apocalypse selon Saint Jean. Dans le Nouveau Testament. Et donc, en fait, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, est écrit les choses suivantes que je vais vous lire. « Et on a vu un grand signe dans le ciel, une femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs de tourments d'enfanter. Quand le dragon a vu qu'il était jeté sur la terre, il a poursuivi la jeune femme qui avait enfanté le mâle, et les 2 ailes du grand aigle lui ont été données pour s'envoler au désert, à 100 lieues, là où elle a été nourrie. » Donc on voit quand même que cette carte, elle a quand même été dessinée probablement en fonction de ce chapitre-là. La couronne, comme l'autre carte du tarot de Wirth, montre 9 étoiles, les 3 étant derrière. Donc on a bien 12. Et c'est la description finalement exacte de la carte. On a les 2 ailes de l'aigle, l'auréole du soleil, les 12 étoiles, et le tarot de Wirth a même le pied sur la lune, puisque la lune est renversée. Ici, on voit que l'impératrice, son savoir, elle le doit à sa zone céleste. Hein. On voit qu'elle est couronnée, donc elle a pris toutes ses connaissances du ciel, des étoiles. D'accord ? Son sceptre indique également avec une croix que elle est là pour régner, évidemment, sur la terre. D'accord ? Pour pouvoir dominer, c'est une énergie qui va s'étendre sur l'intégralité de la terre. Le blason qu'elle a et qu'elle tient, il faut bien comprendre que le rôle des blasons dans les familles médiévales, c'était une utilisation vibratoire. C'est-à-dire qu'on dessinait un petit peu comme on dessine des animaux totems ou qu'on dessinait des choses dans les cavernes, etc. C'était pour s'approprier les qualités et les vertus de tout ça, de ces animaux en fait. C'est un petit peu cette portée vibratoire de l'animal totem qui est inscrit sur le bouclier de protection comme symbole magique. Donc on l'envoie finalement aux adversaires et à la fois on se protège en l'utilisant ses qualités vibratoires. Donc c'est dédié à l'ensemble de la famille qu'il porte. Et là, en le touchant avec sa main droite,
L'impératrice, c'est un aigle hein, qui est figuré, elle montre cette envie qu'on peut avoir finalement de s'élever, de dépasser les limites comme l'aigle, d'atteindre finalement beaucoup plus de spiritualité et surtout de contempler la vérité. Alors pourquoi on associe l'aigle à la vérité? On l'a vu aussi comme animal associé à Saint Jean, c'est que l'aigle va être finalement très... il va regarder le soleil directement, sans être dérangé, sans être gêné. Donc l'animal qui peut regarder la lumière en face sans être gêné est un animal divin. Et donc du coup, effectivement, il est réutilisé de nombreuses fois dans les gouvernements. C'est un symbole qui date mais dont les compétences de cet animal sont intégrées finalement à l'imagerie inconsciente des peuples. On voit l'aigle, enfin, je ne veux pas vous faire un dessin, mais il y a beaucoup de pays qui se sont appropriés l'aigle. Beaucoup de choses dans l'histoire, de pouvoirs dans l'histoire qui se sont vraiment auto-légitimés avec ces qualités de l'aigle qui est associée à l'animal divin par excellence. D'accord? Donc, on a également, au niveau de son sceptre, le globe sur une croix, évidemment, c'est un symbole alchimique. Moi, je vous rappelle quand même que le tarot de Marseille a été réalisé pour échapper à l'Inquisition. Hein. Donc on a dedans évidemment des symboles alchimiques qui sont plus ou moins développés, mais qui étaient destinés à l'enseignement de cet art alchimique. La couronne, on en a parlé, elle fait le choix avec ce sceptre d'aller enseigner évidemment ces étoiles sur Terre. Et donc de régner. À côté d'elle, sur le tarot de Wirs, on voit qu'il y a une fleur de lys qui est le symbole de l'initiation, pas que de la pureté aussi bien sûr. Après, on voit comment les royautés peuvent s'attribuer aussi ce genre de qualité et ce genre de vibration, puisqu'on associe deux choses pour essayer de pouvoir s'imprégner et en tout cas utiliser les vibrations positives et bénéfiques de tout ça. Dans le tarot de Wirs, on voit, elle a son manteau sur ses genoux qui indique que finalement il n'y a pas grand chose à cacher, on est plutôt vers la vérité. Elle a ce manteau qu'on voit un petit peu doublé de vert, comme celui de la papesse d'ailleurs. C'est la domination sur l'occulte. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. L'occulte, c'est le début de la vie. Hein, c'est de là que naît la vie. Hein, c'est vraiment... voilà. Et le bleu, c'est la sagesse, bien évidemment. L'impératrice va nous montrer, va nous enseigner plutôt, parce que c'est grande enseignante, à être conscient de nos gestes et d'utiliser, de voir les symboles qu'on peut utiliser, qu'on peut véhiculer, même projeter. Donc à repérer les signes dans la matière. Dans le tarot de Wirs, on voit que la lune est assurée, enfin il y a un côté positif, un côté négatif qui nous rappelle évidemment le yin et le yang. Eh bien oui, on ne joue pas aux cartes avec un tarot divinatoire, c'est pas possible, puisque c'est une transmission initiatique qui en fait est faite sous forme de jeu. Les deux ailes qu'on voit derrière, les dames évidemment, en plus des étoiles et des petits crans sur la casquette, c'est fait pour rappeler le côté céleste et comme on l'a vu, le côté des ailes de l'aigle qui transportent finalement les gens qui ont besoin d'être transportés, qui sont dans cette vibration pour qu'ils soient nourris. D'accord? Ça c'est important aussi de bien le comprendre. Voilà, donc ça c'est
la vibration de 2019. Mais on a encore une vibration de notre date de lune. Ici, on a le 6-1-2019, ce qui nous donne 19, ce qui nous donne le soleil. Je vous rappelle que dans la pleine lune précédente, on avait la lune. D'accord? Donc, on passe de la lune, qui était le côté obscur, au soleil, qui fait qu'on va se permettre de voir, on va nous permettre de voir le vrai du faux, la réalité, de distinguer la réalité de l'illusion, du mensonge, du mirage. On va y voir clair. Donc, ici, on passe à quelque chose de différent. Ce qui était rigolo, ce qui m'a fait rire quand j'ai vu le soleil là, c'est de voir la couleur jaune, or, on va considérer ça comme ça, qui est aussi un symbole alchimique fort. Donc on voit sur cette carte, il y a deux enfants, donc sous un grand et chaud soleil, qui sont protégés de l'extérieur par une sorte de mur. Cette sorte de mur, elle va mettre des limites, d'accord ? Les deux enfants se tiennent par le bras et ce sont deux enfants qui indiquent la dominante de fraternité. Ils se regardent et leur nudité montre la transparence des choses, la vérité. Donc on est face à un symbole de pureté et de vérité. Donc symboliquement, finalement, le soleil, ça va être aussi la réalisation de soi, mais de soi pour le collectif et pour les autres. D'accord ? Il y a aussi cette notion de valeur, d'honneur, de qualité liée à l'humanité. On voit cette fraternité. Il y a plein d'autres qualités qui sont reliées à tout ça. D'accord ? Les gouttes qu'on va voir, qui vont être de toutes les couleurs et vont rappeler finalement la multiplicité des actions et des choses, des situations qu'on peut vivre et qui doivent nous permettre de rester dans la fraternité. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est pour notre lame de l'éclipse, qui évidemment, on a une éclipse de soleil, mais on nous tire le soleil. Donc c'est, voilà, il faut rester sur ce soleil fraternel et humain. Hein, c'est important. De l'autre côté, on a bizarrement, évidemment, le 19, qui est le soleil noir de l'hébraïque, des tarots, des lettres hébraïques. Donc on n'est plus sur une vibration 1, on est sur une vibration 100, alors que le Aleph, je rappelle, c'est 1, le Yod, c'est 10. Là, on est carrément sur la troisième unité. Donc on a une notion d'entrée dans une nouvelle dimension, d'accord, qui va inclure une vibration supplémentaire. Donc on va certainement être confronté à des choses qui vont nous permettre encore d'aller chercher une spiritualité encore plus haute. La signification de ce coffre, c'est... il y a plusieurs, c'est le petit singe, c'est aussi le chat de l'aiguille, mais c'est aussi la hache ou le hachoir, Kofit. La hiéroglyphe de cette lettre, en fait, c'est une hache double et qui, finalement, elle va pencher d'un côté, qui va donner un petit peu la lettre Q qu'on a, nous. Et pour ce petit singe, en fait, au démarrage, c'est le petit singe qu'on voit faire ça, d'accord, qui va représenter, donc, évidemment, la sagesse sous ses différentes formes, d'accord. La sagesse, elle peut être quelque chose finalement, qui peut nous sembler très extérieur à nous. Et c'est ce que va nous amener à voir, finalement, Kof, qui va nous demander de reconnaître une beauté cachée dans des êtres ou des circonstances qui vont être difficiles à accepter. C'est-à-dire que ça remet en cause nos critères de jugement, en fait. Hein. En Inde, par exemple, on a Ganesh. Ganesh, c'est le dieu éléphant, d'accord ? Lui, il monte un rat. Donc dans notre inconscient, dans notre raisonnement, on va plutôt dire que c'est le rat qui est au-dessus de Ganesh. Mais non, là tout est inversé, parce que le rat, en fait, c'est lui qui est le symbole de l'intelligence subtile, qui est l'intelligence où il va aller chercher tout, qui va s'immiscer partout, qui va prendre connaissance de tout,
Et on va nous dire que Ganesh et le rat, en fait, sont inséparables. Et Ganesh, la sagesse, monte le rat de l'intelligence. Voilà. Donc, on a une association de qualité, comme on nous demande de le faire. Et donc, ce qu'on nous explique ici, c'est que c'est par notre sagesse intérieure et notre discernement qu'on va réussir à passer à travers diverses portes successives qui vont nous faire arriver notre ultime sagesse à travers le chat de l'aiguille de Koph, qui sera la dernière porte. C'est donc le discernement qu'on nous demande activé dans le soleil brûlant ou dans le soleil noir, comme nous donne Koph. Le soleil noir, en fait, le Koph, lui, dans le Zohar, donc le livre des splendeurs, il est allé donc évidemment trouver aussi le Saint béni soit-il. Et pour commencer à présider la création du monde. Et il dit, mais moi je peux mettre Kadosh, je préside, je me base sur le mot Kadosh, qui veut dire saint. Et le Saint béni soit-il lui dit, mais non, c'est pas possible, parce que tu fais aussi partie du mot Sheker, qui veut dire mensonge. Le Koph, lui, il va nous montrer que c'est ce mensonge qui est important, c'est-à-dire que on peut jamais appréhender le mensonge. La vérité, en fait, on ne l'a jamais. On n'a toujours que sa vérité, c'est toujours ce qu'on dit. On a toujours une partie de la vérité, un angle de la vérité. Ce qui va être ma vérité ne va pas être la vôtre et vice-versa. Et c'est à partir du moment où on comprend que la vérité passe à travers le mensonge et que forcément chaque mensonge aura une part de vérité et que le but c'est de se libérer finalement de ce schéma et d'accéder à une vérité ultérieure qui va rendre notre vérité précédente caduque, qu'on va finalement prendre complètement conscience et agrandir notre plan de conscience permanent. C'est-à-dire que vraiment, si en étant sûr de rien, en établissant que notre vérité n'est qu'une vérité temporaire, qu'on n'aura jamais la possibilité de savoir si on a la vérité ultime et de pouvoir accepter cet état de fait comme étant un état transitoire et surtout en profiter pour comprendre qu'on ne doit pas juger les autres sur leur vérité et qu'on ne doit pas se juger soi-même sur sa vérité. C'est vraiment ce que dit Koph. Koph va dire, attention, votre mensonge est la vérité de quelqu'un d'autre. Votre vérité est votre mensonge. C'est en travaillant et en passant les étapes que vous allez voir que finalement vous allez laisser toutes ces mues progressives et intégrer finalement davantage de conscience, davantage de discernement et davantage d'ouverture, justement sans jamais mettre le jugement. Et bizarrement, ce jugement, c'est la carte qui arrive après le 19, c'est le 20. Et c'est une renaissance, c'est pas un jugement justement. Voilà, bah écoutez, c'est un peu long, hein. Je suis désolée, mais comme je vous ai dit, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de troisième partie. Promis, il y aura une troisième partie la prochaine fois. Je vous embrasse très fort. Encore une fois, très belle année 2019. On fera au mieux pour suivre tout ça, pour trouver les schémas qui nous aident tous. Soyez conscients, soyez bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de ceux qui vous sont chers, soyez bienveillants et soyez dans la bienveillance aussi avec vous-même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.